Après l'échec de Supergirl, l'univers de James Gunn, le DCU doit vraiment se rattraper. Lanterns. Lanterns raconte l'histoire de Hal qui doit protéger la Terre quoi qu'il arrive. C'est le rôle des Green Lanterns. Sauf que Hal doit aussi choisir un successeur et c'est pour cela qu'il entraîne John, qu'il va le suivre dans ses aventures. Lanterns est la première nouvelle série live-action du DCU. Alors évidemment, quand je dis live-action, j'exclus Creature Commandos, car c'est l'animation, et j'exclus aussi Peacemaker. Pourquoi? Parce que Peacemaker a été créé avant le DCU. Certes, la saison 2 est dans le DCU, mais si on parle de série qui a été uniquement créée post-création du DCU, Lanterns est la première. Et ça se voit parce que la direction artistique est nouvelle. Peacemaker, c'est vraiment la même vibe que la saison 1. La Lanterne, c'est un pur produit du DCU. Et c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de voir comment est-ce que cet univers va littéralement vivre sur grand et petit écran, surtout quand tu vois Marvel tout cartonné avec Spider-Man, avec Doomsday en fin d'année. La hype DC, elle est un peu compliquée, surtout vu le flop de Supergirl qui a mis un coup à la marque. Faut être honnête, hein. Enfin mis un coup, d'un côté personne l'a vu, et de l'autre côté personne l'a vu. Donc ça a techniquement mis un coup au DCU, et là t'as Lanterns qui sort semaine par semaine, l'épisode 1 est sorti aujourd'hui, et Clayface qui sort en octobre. Et moi ce qui m'intéresse c'est que c'est quand même une série HBO, donc HBO ça rime en général avec qualité, et surtout elle est dirigée par l'unique Damon Lindelof. Damon Lindelof, c'est l'un des mecs les plus réputés dans le monde pour les séries télé. C'est lui derrière Lost, c'est lui derrière Watchmen qui est incroyable. Leftovers aussi, que j'ai jamais fini, il faut que je finisse Leftovers. Il a fait du cinéma avec Prometheus, Star Trek Into Darkness, c'est un copain de J.J. Abrams, hein, évidemment. Mais le mec, c'est quelqu'un. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la série est bien? Je vais y répondre, je vais en parler en détail avec des spoilers, mais pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'épisode, allez-y. Vraiment, allez-y. C'est hyper intéressant, il y a plein de choses qui sont vraiment trop bien dedans, mais j'ai envie de faire une vidéo en parlant de la série dans son intégralité, j'ai pas envie de couper spoiler, pas spoiler, donc techniquement je vais spoiler l'épisode, mais tentez-le, c'est 50 minutes et il y a moyen que vous passiez un très bon moment devant. Et moi, je vais maintenant parler de la série. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la voix STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples. Sur Disney+, vous avez déjà Avatar 3 et le Diable s'habille en Prada 2. Sur Amazon Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser directement depuis l'application HBO. Même si vous avez l'abonnement via Canal, connectez-vous à l'application Max avec ce compte-là. Vous allez avoir des films comme The Drama ou Mortal Kombat 2. Et en plus de ça, Borgos propose des serveurs dédiés et optimisés par plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et ça marche encore aujourd'hui. Il y a des tutos qui vous disent comment faire. Hop, Roumanie, Bulgarie et c'est plié. Ça marche sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité aujourd'hui et personne n'a envie de la mettre afin de se Anne Hathaway en paix. Donc, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une manière très spécifique, hein, clin d'œil, utilisez un VPN pour être en toute sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La scène exposition, je la trouve vraiment bien car elle présente au spectateur Hal vraiment comme il faut, genre ses origines, qui il est, et surtout ça montre à Jon Stewart aussi ce Hal. Ça montre la motivation de l'homme soldat de l'époque, l'inspiration qu'il représente à être normal comme tout le monde et inspirer justement cette jeunesse. Ça parle de son passé tragique avec son père. C'est efficace, droit au but, pas de perte de temps. Et surtout, ça montre que John est similaire tout en étant un peu différent. Il vit avec un père qui le fait, t'as l'impression, souffrir. Mais en même temps, John a l'air assez content. Il n'a pas peur. Le courage, c'est l'une des grosses thématiques de cet épisode et je pense de la série. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec son père. Parce que je sais pas si la relation avec son père est positive ou négative pour l'instant. Parce que dès gamin, il a pas peur de se faire flinguer par son père et j'adore l'impact de balle de la pomme. On dirait un peu une cervelle
qui a été explosé comme dans beaucoup de films et de séries. Et j'ai hâte de voir s'il s'entend bien avec son père au final, si c'était un traumatisme, s'il en veut à son père, parce que quand même il voit dans Hal, quand il est plus âgé hein, forcément John, une sorte de figure paternelle militaire comme son père. Donc j'ai hâte de voir les parallèles qu'ils vont dresser entre son père biologique et son père tuteur qui est Hal dans cette série. Donc ça va être hyper intéressant, cette histoire de destin croisé, tragique, au passé similaire mais pas trop à la fois, comment ils vont confronter les traumatismes de leur paternel les deux. Je pense que ça va être hyper intéressant et je pense qu'ils vont vraiment bien le faire. Mais c'est la force de la série, hein, c'est la relation entre les deux. J'aime bien leurs petites embrouilles dans la voiture. D'un côté, t'as un gars qui doit devenir le successeur de Hal, le prochain Green Lantern de la Terre. Il est passif-agressif, il veut pas trop non plus défier l'autorité, mais tu le sens qu'il a envie de prendre les devants, il a envie de passer à autre chose. Il y a tout un débat sur l'héritage, forcément, la moralité et le fait de mériter l'anneau des Green Lantern. Ça va être ça la série, hein. Un conflit moral permanent sur le mérite, sur le poids de l'anneau, de la responsabilité et des sacrifices. Et j'ai hâte de voir ça. Je pense que déjà le concept de base est intriguant et intéressant et je pense qu'il va nous tenir en haleine tout le long. Surtout que Hal, il est toujours dans l'extrême. Mais pas en mode j'ai envie de tester John et je vais être hyper extrême par rapport à ça. Le mec est clairement suicidaire. Le mec est clairement dépressif. Et j'adore cette idée d'avoir un héros terrien. Il a dû avoir l'anneau pendant, je sais pas, 40 ans, on va dire, de 86 quand 96 ou même un peu avant parce qu'il dit 10 ans je crois dans le prologue, donc 86 à 2026 à la fin quand il meurt il a aussi genre l'anneau techniquement parce que John essaie de le chercher, donc il a eu l'anneau pendant 40 ans et le poil de l'anneau ça va être un sacré truc que la série va développer et ça va être intéressant de voir comment ils vont faire ça. Mais avoir un Hal qui est dépressif, qui est malheureux, c'est une super bonne idée de scénario, surtout quand il est opposé à sa version conscience d'il y a 10 ans. Parce qu'en fait, du coup, c'est sur plusieurs temporalités. L'anneau, c'est 86, l'enfance de John, c'est 96, la conscience, littéralement, de Hal qu'on voit dans cet épisode-là, c'est 2006, les événements de cet épisode-là, c'est 2016, et le présent, c'est 2026, avec la mort de Hal. Bref. C'est un peu le bordel, mais c'est le but aussi de l'œuvre. Mais j'aime bien justement parce que ça sera le vrai sujet, clairement. Les flashbacks entre le Hal et John en 2016, les moments avec justement la conscience de 2006 et la mort en 2026. Et justement, ça va être comment est-ce que Hal a autant changé en 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de 2006 à 2016, il soit un homme complètement différent jusqu'à sa mort en 2026. On va voir s'il y a des choses entre 2016 et 2026, mais en tout cas, ce sera une enquête par rapport à ça. On va voyager à travers les époques, et c'est justement ça que j'aime. C'est les dialogues entre les deux. John qui veut pas craquer face au comportement de Hal, mais que la version de 2006, qui n'est pas une vraie version, c'est la conscience, il se permet de se lâcher un peu, quoi. Il est clairement face à quelqu'un d'impuissant. Du coup, il a moins besoin de manœuvrer ses émotions et il peut se lâcher face à lui. Et ça, j'aime beaucoup. Surtout que Hal de 2006 se sent déjà coupable alors qu'il connaît pas John. Tu vois qu'il a déconné. Il le sait. Il y a eu 10 ans. Déjà, normalement, il aurait dû faire un reset toutes les semaines. Là, il y a 10 ans qu'il l'a pas fait et il voit déjà qu'il y a un problème et il se sent coupable. Et j'adore cette dynamique où littéralement John, il va parler à plusieurs versions de Hal. 2006, 2016, il va essayer d'enquêter sur le Hal de 2026 parce que tu vois qu'ils ne sont pas parlé depuis un long moment, surtout qu'à la fin on en parlera, mais il n'est pas devenu le Green Lantern. Ça va être hyper intéressant et cette dynamique, franchement, je l'aime déjà. Je pense que les deux vont avoir un sacré truc ensemble grâce à l'acting, forcément. Bon, Kyle Chandler, on le présente plus. Je trouve que c'est l'un des acteurs les plus sous-cotés d'Hollywood. Pourtant, il a joué dans des projets hyper intéressants, des gros projets, mais rarement en premier rôle. C'est un second couteau absolument incroyable. Et le fait d'être un gros dépressif, mais sympa avec ses fans, moi j'adore ce parti pris. Il est tellement prêt à tout pour son rôle, tellement qu'il se fait manger par son rôle, quoi. Il vit dans une gloire passée tellement qu'il n'arrive plus à assumer le costume de Green Lantern. Il se sent plus méritant. Il s'est passé un truc de grave. On sait pas ce que c'est, mais il est plus fier de le porter. Donc oui, il a une vraie culpabilité, oui, il s'est fait ronger par le rôle, mais on sait pas ce qui s'est passé, et j'adore la manière dont il le joue, je trouve que c'est un super acteur. Et de l'autre côté, Aaron Pierre, il est super, passif-agressif encore une fois, saoulé par son mentor, mais le comprend et le respecte, ce qui va être intéressant par rapport à la suite de cette relation qui est purement professionnelle. Certes, il voit une sorte de figure paternelle en lui, mais ça reste professionnel, et c'est des faux amis, un peu. Genre, c'est par nécessité plus qu'autre chose, c'est comme ton collègue de taf que t'aimes pas, mais t'es au taf, t'es obligé, quoi. Et le fait que John doive prendre l'avion et la voiture pendant que Hal vole au Nebraska, c'est fascinant. Ça montre le manque de respect, premièrement, ça crée une sorte de haine envers lui, mais surtout qu'il utilise l'excuse de merde « je te testais ». C'est un mépris constant de sa part. Il lui dit « je fais ce travail depuis ta naissance ».
Genre littéralement il appelle Junior. Donc il y a un vrai manque de respect. C'est un vrai trou du cul en vrai Hal dans cette série. Il est insupportable, il est méprisant, il mérite pas de porter l'anneau. Et c'est ça qu'il comprend lui aussi. C'est qu'il est dans une situation où lui comprend qu'il mérite pas de porter l'anneau. Et nous en tant que spectateur on comprend, on se dit mais attends, c'est ce trou de balle là, horrible, méchant qui a l'anneau, pendant que t'as un Jon qui est motivé, militaire, hyper sérieux, qui veut l'avoir, et c'est ce gars-là qui l'a. Je trouve ça assez intéressant, la manière dont ça va approcher ces thématiques morales, et ça va être vraiment bien, je pense. Je fais vraiment confiance à Lindelof de ce point de vue-là, mais surtout, j'aime bien aussi le mépris des autorités envers les lanternes. Genre, ils aiment pas qu'on leur marche dessus. C'est un peu le cliché, vous savez, du FBI qui arrive dans une petite ville américaine et qui chie sur les locaux. C'est le truc de base qu'on voit dans les films et les séries. Là, c'est avec les lanternes, et surtout que les lanternes, c'est galactique. Du coup, ils vont enquêter sur des choses qui peuvent être galactiques, mais là, c'est juste une fusillade, entre guillemets, dans une école. Hein. Aux États-Unis, c'est assez classique, malheureusement, mais ça a parlé beaucoup d'enfance. Il y a beaucoup de scènes dans des écoles et tout, donc il y a un truc sur la transmission qui est évident. Et avoir une fusillade sur un terrain de foot, enfin, du coup, de football américain, c'est assez fascinant, et ça montre aussi qu'encore une fois, Jon, il est seul partout. On lui donne même pas cette légitimité pour qu'il rentre et pour qu'il fasse son enquête, alors qu'il a le droit en théorie. Et il y a ce truc aussi par rapport au fait qu'il est noir, on en parlera dans quelques secondes. Mais la scène du bar, pour moi, elle montre bien justement cette mortalité des lanternes. Les lanternes peuvent être tuées. S'il peut se faire tabasser dans un bar, bah ça reste un humain mortel. On voit qu'il est chassé par les démons du passé, et on essaie de comprendre la situation. Et je trouve que c'est fort de la part de la série d'installer ce mystère. On sait pas ce qui s'est passé, quoi. Justement, pourquoi est-ce que ce mec-là n'est plus légitime? Pourquoi est-ce que ce mec-là kiffe se faire tabasser? Et c'est très drôle d'ailleurs que Jon ne veuille pas du tout intervenir. Et c'est justement cette dichotomie entre les deux. Il y a un détail que j'aime beaucoup par rapport à Jon, c'est qu'il est vegan, visiblement. Il boit pas d'alcool. Il couche avec des femmes plus âgées que lui, ce qui est assez intéressant parce que ça va contre les clichés habituels d'Hollywood. J'espère d'ailleurs qu'il sera comme ça toute la série, qu'il sera vegan toute la série, qu'il va pas boire d'alcool toute la série. Ça montre une nouvelle version du monde, surtout par rapport à cette nouvelle génération, parce que même si lui c'est un millénial, hein, d'accord, ça montre un mec qui est tellement focus, qui peut se lâcher de temps en temps, mais en même temps, bah, il est focus sur la vie humaine, il est animal aussi, il est focus sur plein de choses, donc j'espère qu'ils vont pas changer ses traits de personnage, en mode il a changé, maintenant il est meilleur ou quoi, ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être il a changé de manière négative et il est plus vegan, il est devenu alcoolique. Ça va être intéressant de jouer sur ça. Peut-être il va voir que des meufs hyper jeunes. Je pense qu'il y a un truc à faire et j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça parce que c'est une bonne idée, mine de rien, de personnage. Et j'adore justement qu'il y ait ce décalage entre lui, sa couleur de peau forcément, la région, sa personnalité. C'est quand même le Renoir vegan qui a de l'autorité mais qui l'a pas encore parce qu'il est encore avec son mentor blanc et il joue à fond sur ça. Et je pense que ça va être super. Ça crée du suspense par rapport au mari de la femme avec laquelle il couche, évidemment, parce qu'il a pas l'air de lui en vouloir, ce qui est assez intéressant, à voir pourquoi. J'ai hâte qu'il creuse cette histoire, mais la réaction de Hal est à mourir de rire. Pour la première fois, il est un peu fier de Jon, t'as l'impression. C'est une bêtise que Jon a faite, c'est pas dans sa personnalité, mais c'est une bêtise qu'il a faite tout de même. Enfin, il savait pas, hein, c'est pas grave en soi, mais ça montre qu'au fait, il y a peut-être un truc entre Jon et Hal pour créer quelque chose et pour qu'ils puissent s'entendre convenablement. Et la phrase « rien de mieux que de manger sur le grill d'un autre homme », elle est géniale, c'est trop une bonne idée, quoi. Surtout que même le mec, là, le redneck, raciste et tout, il est en mode « je vais te faire du tofu », c'est lunaire. En fait, ça montre bien que l'humanité, elle s'est un peu unie, entre guillemets, même si on a vu que dans Superman, c'est pas le cas, mais elle s'est unie pour profiter des Green Lanterns afin de les acheter et s'occuper des aliens et des immigrés. Parce que oui, c'est une série qui parle clairement d'immigration, d'être étranger dans ce monde. Le terme alien, encore une fois, n'est pas anodin. En anglais, alien, ça veut dire immigré aussi. Et c'est une folie d'appeler des immigrés des aliens. Faut qu'on se mette d'accord sur ça d'un point de vue lexical. C'est une folie. Et surtout que Hal et Jon sont un peu ice dans ces histoires. C'est leur travail de tège les aliens méchants de la planète. Ils sont ice aux États-Unis et j'adore justement que ce soit un homme noir qui rentre dans un monde de guns, de redneck, de clichés, de MAGA républicains trumpistes et qui sorte cette phrase « Nous sommes tous des aliens, ça dépend juste de la planète ». Évidemment, il parle d'immigration encore une fois et j'aime bien ces idées-là. J'aime bien comment la série va à fond dans ça. Surtout que ce qui est intéressant avec les lanternes, c'est que pour l'instant, ils n'ont jamais utilisé leurs armes, l'anneau du Green Lantern, pour être dans l'offensive. Ils sont vraiment que sur la défensive, ils font que des trucs ou pour rigoler ou pour se protéger, alors que comme ils le disent, hein, c'est une arme de destruction massive en réalité. Mais c'est toujours utilisé de manière vraiment simple, alors oui, parce que les effets spéciaux et tout, mais aussi parce que le scénario, les Green Lanterns, ils sont là pour protéger, en théorie. Ils devraient pas avoir des guns ou des armes, mais ils peuvent, hein, mais ils devraient pas. Et j'aime bien cette idée-là d'avoir une sorte de ice gentil, parce que voilà, ils vont se retourner évidemment contre les gens qui considèrent que c'est de l'immigration. Surtout justement ces mecs-là, qui sont anti-immigration, ils sont anti-aliens et ils parlent de l'Amérique.
le mec parle de colonisation quand même. C'est pas un terme anodin, c'est des termes du grand remplacement. Et j'aime bien ça. Je trouve que c'est bien de à fond politiser ces œuvres-là, comme l'a fait Superman. Bon, Supergirl, compliqué. Mais Lanterne, j'aime bien cet apport à l'Amérique avant tout. Et je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il y a une vibe qu'on voit de manière très mature dans les séries HBO aussi. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est l'apport aux enfants. On voit à quel point c'est important dans l'univers de James Gunn avec Superman, mais surtout que là, il y a beaucoup de scènes de transmission, de bonnes idées, de bonnes valeurs. Et tu vois que justement, ça parle beaucoup de l'enfance. Et ça aussi, je suis très curieux de voir comment ils vont en parler. Je pense qu'ils vont vraiment gérer de ce point de vue-là. Mais surtout, moi, j'aime bien le personnage de Kelly MacDonald, qui est une super actrice évidemment, qui joue cette flic un peu progressiste, mais en même temps, elle aime pas que les gens viennent chez elle empiéter sur son travail, elle aime pas quand les gens s'imposent sur ce qu'elle essaie de faire, elle essaie d'être vraiment la meilleure flic possible. D'ailleurs, elle est plus qualifiée que John, parce que John, il fait n'importe quoi, et c'est ça qui fait fuir l'alien dans l'épisode, mais surtout que ça montre encore une fois qu'elle est impuissante dans un monde où c'est les hommes qui décident, forcément, c'est encore une fois des hommes qui interviennent en termes de justice, il y a tout un débat sur les lobbies, le gouvernement, les implications des entreprises privées ou des gens qui ont beaucoup d'argent, et surtout que elle déteste Hal, parce que Hal a tout pour être un grand homme, et elle est frustrée de voir Hal ne pas utiliser correctement son pouvoir. Elle ne respecte pas Hal, alors que John, lui, il y a un débat sur le désespoir, sur le courage, même pas le courage, ils disent pas courage, ils disent fearless. C'est genre être sans peur. C'est pas exactement la même chose. Et je trouve que justement avoir cette femme-là qui se donne à fond pour sa communauté, qui a pas les moyens de se donner à fond parce que les hommes lui marchent dessus, pendant que Hal, lui, est un homme avec tous les pouvoirs du monde et il fait n'importe quoi, ça la frustre, ça l'énerve, et j'aime bien, justement, quand elle réalise qu'il avait quand même raison. La scène d'interrogatoire avec l'alien, j'en parlerai dans quelques secondes, elle est pas intéressante par rapport au plan. L'alien qui regarde justement Kelly et MacDonald, il y a son reflet et tout, je trouve que c'est une bonne idée pour montrer justement que premièrement, les événements la dépassent, mais qu'en même temps, elle a envie d'être là et faire ce travail-là. Et en termes de mise en scène, bon, je trouve que c'est plutôt correct, il n'y a pas de grandes idées. Je suis toujours déçu de la transition d'un personnage quand il est enfant à l'âge adulte. J'aime bien quand les séries ou les films tentent un truc un peu rigolo. Là, il a rien tenté, c'est pas grave, c'est pas original, mais c'est pas la fin du monde. Surtout qu'on doit le voir grandir et évoluer au fur et à mesure. Là, il est adulte forcément, l'acteur a changé. Plus tard, en 2026, il a un book et tout. Bon, en tout cas, ça montre que la série, elle la gueule. Il n'y a certes pas de grandes idées de mise en scène par rapport à ça, de réalisation, mais la force de la série est dans le scénario. Mais en termes de photographie, de contraste, de profondeur de champ, de traitement de l'image et tout, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment bien fait. Ça manque, encore une fois, d'idées fortes, mais je trouve qu'en termes d'efficacité, de classicisme, il y a une grosse vibe un peu thriller, cowboy, western, à la True Detective, qui est l'inspiration principale, c'est clair et net, de la série. La scène au bar, c'est typique au niveau de HBO, dans l'éclairage avec les lumières de partout, beaucoup de figurants, ce travail justement sur la chorégraphie et la géographie de la scène de manière générale pendant que le mec se fait tabasser et les autres personnages discutent et tout. Il y a un vrai travail sur ça qui fait beaucoup penser à The Last of Us. Ils avaient aussi ce travail sur les lumières en haut qui rend vraiment bien à l'image. Il y a toute une scène d'ailleurs où il revit le crime. Ça montre vraiment son talent de détective et c'est une bonne idée de mise en scène un petit peu de le faire un peu avec des flashs et tout. Tu vois que le mec il va développer cette capacité entre guillemets qui va être assez intéressante. Ça n'a pas l'air d'être le Green Lantern le plus original dans la manière de faire son travail, mais en tout cas il aura d'autres compétences qu'il va développer. Et puis j'aime bien le côté effet pratique, il y a des séquences où la voiture, t'as l'impression que c'est une vraie voiture, qu'ils ont craché littéralement sur une colline, il y a des trucs à améliorer en CGI, hein, j'imagine, mais on dirait une vraie voiture, le fait de s'envoler c'est plutôt bien fait, la doublure numérique est plutôt propre, franchement le fait d'être vraiment une série qui s'installe dans du réel, qui s'installe dans des vrais décors et qui fait pas beaucoup d'effets numériques, ça rend bien. Ou en tout cas, si elle fait des effets numériques, ils sont quasiment invisibles. Et ça rend vraiment bien. Même la course-poursuite, elle est efficace en termes de photos, la nuit, dans une école, encore une fois. Et ça montre que John va pas y arriver tout seul, il a besoin d'aide. J'aime bien. Et le message de l'école, je pense qu'il est assez important. C'est juste la musique. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas encore de thème, qu'il n'y ait pas encore quelque chose qui ressorte de ce point de vue-là, ou même le mixage son et tout. C'est vraiment dans les visuels et dans le scénario que ça s'installe. Le reste est juste ok sans plus. Par contre, c'est vrai que la scène de l'interrogatoire est assez géniale, car les gens se moquent d'Hal depuis le début. Certes, il crée de l'admiration par rapport aux jeunes et une ancienne génération, sa génération, mais les gens se moquent un peu de son talent et il est super dans l'interrogatoire. On voit qu'il est qualifié, on voit qu'il est fait pour ça, qu'il fait ce métier depuis 40 ans, qu'il est bon. J'aime beaucoup comment il découvre que le mec est un alien, quoi. Il joue vraiment sur ce qu'il doit ou pas savoir. Il joue sur l'Amérique, encore une fois, par rapport à Barack Obama, le Nebraska et tout. Il est vraiment à fond dedans. Surtout qu'il est meilleur que la science et la technologie. Tu vois, lui, il est old school. Il y a ce truc un peu traditionnel où même une machine, il cite des machines médicales et scientifiques ne peuvent pas détecter les aliens, mais lui, il peut juste en discutant 5 minutes avec quelqu'un et ça crée un vrai suspense.
un vrai stress, ça montre vraiment son talent que j'aime beaucoup et c'est trop une bonne idée d'après moi. Et surtout, l'acteur qui joue l'alien en face, il est super parce qu'il change l'ambiance complètement. Quand il parle de ce qu'il est venu faire ici, ça crée un stress pour moi qui est évident. La phrase sur la vengeance, elle est glaçante parce que ça va parler d'immigrés terroristes en soi. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet vraiment assez fort et on le voit à la fin, quand tu vois la ville en 2026, il s'est passé quelque chose dans cette ville. La ville est déserte, il s'est passé quelque chose. Ça a l'air fascinant de ce point de vue-là. En plus, il utilise le sermon contre justement les Green Lantern et ça énerve Hal. Et ça prouve encore une fois que Hal, littéralement, il a échoué dans son sermon. Il y a un truc qui s'est passé qui fait qu'il est plus digne des Green Lantern, mais il fait quand même le travail. Et ça l'énerve. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc en termes de scénario, c'est solide. Bon, les pubs à Harry Potter et tout, c'est un peu chiant. Vas-y, je l'admets, surtout quand on sait que la série va sortir là dans quelques semaines. Mais en tout cas, là, en termes de séquence, je trouve qu'il est vraiment hyper efficace et rend super bien. Et la mort d'Hal, c'est trop une bonne idée, quoi. C'est trop une bonne idée parce que tu sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide? Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il était au bout de sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'anneau? Forcément. Est-ce que c'est Guy Gardner qui l'a chopé l'anneau? Est-ce que Guy Gardner a chopé un anneau de manière légitime ou est-ce qu'il a volé peut-être à ce Green Lantern? Est-ce que c'est à cause de lui qu'il est mort? Est-ce que c'est John qui a fait un truc qui lui a déconné? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop une bonne idée d'avoir tué Hal, surtout qu'en fait, t'as quand même 40 ans où tu peux développer son personnage, mais en sachant qu'il est mort ici. Et encore une fois, c'est des comics, hein. Peut-être il est pas mort, à voir, même si là, ça a l'air assez définitif. Et je pense qu'ils veulent avoir qu'un seul Green Lantern ou deux avec Guy Gardner et Jon Stewart dans l'univers. Mais en tout cas, ça, c'est trop une bonne idée parce que tu peux faire une infinité de séries où tu as 40 ans à explorer. Tu le tues, ça crée plein de mystères, ça crée une enquête, ça donne trop envie de voir la suite. Pour moi, ils ont géré. Ça donne grave envie. Donc honnêtement, ce premier épisode, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai envie de voir la série chaque semaine. Je sais pas si je vais faire la critique chaque semaine, à voir si la vidéo marche bien, si ça intéresse les gens, comme d'habitude. Mais ça m'a donné envie. Honnêtement, de voir cette série, je pense que Lindelof, il a trouvé encore un truc qui marche bien. Lindelof, en termes de série, le mec n'a jamais raté. Et là, il continue pour l'instant à créer un truc où il y a du mystère, il y a du développement de personnages, il y a des petites phrases, il y a des sujets politiques qui donnent envie. Franchement, il a géré. C'est un super bon début. C'est pas l'un des meilleurs pilotes de l'histoire des séries, mais quelle efficacité, quoi. Franchement, là, il a créé un truc où tu dis, ouais, j'ai envie d'être là la semaine prochaine. HBO, ils sont forts, encore une fois. Ils ont un truc qui est le DCU. Là, avoir des œuvres différentes comme ça, genre Superman, c'est complètement différent parce que c'est bien et c'est plus joyeux et tout. Supergirl, c'est différent parce que c'est de la merde. Et là, Lanterns, qui est juste mature, en traitant des mêmes thématiques plus ou moins que Superman, donc c'est le même univers, en créant encore une fois quelque chose de sérieux, t'as des gros mots, genre à un moment il dit motherfucker et tout. Il y a un truc ici. Donc j'espère que les 7 épisodes d'après vont être vraiment bien, parce que ça donne envie. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous trouvé ça bien ou pas? Dites-moi. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, Twitch et TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.